Salut à tous, c'est le débriefing F1 spécial Grand Prix d'Italie à Monza avec un chiffre que je vous livre tout de suite. 12 Grands Prix cette année, 6 victoires pour Sébastien Vettel. Et oui, ça fait mal. Jean-Luc Roy va nous en parler. Salut Jean-Luc. Si je veux. Oui, salut LFP, bonjour à tous. Tu veux, mais tu dois. Je veux, j'ai bien compris. Un peu quand même. Moi, j'ai pas le choix. Allez. Vettel, Alonso, Weber sur le podium. Oui. Mais Vettel sur la première marche. Un peu comme d'habitude. Comme je le disais, la moitié des courses, donc cette année pour l'instant, ont été remportées par Sébastien Vettel. Encore une performance exceptionnelle, ou en tout cas impeccable de la part de l'Allemand, non ? Éblouissante. Enfin, si tu as, pourtant la langue française est assez riche, mais si tu as des qualificatifs, je crois qu'on a affaire à un pilote d'exception. Je crois qu'il faut le dire et le répéter. Je crois qu'il faut le vivre positivement et non pas dire oh, encore une victoire de Vettel, il y en a marre. Non, on va en dire un mot tout à l'heure, bien sûr. Tu sais ce que sont les tifosi, comme tous les passionnés du monde entier. Ils sont extrêmement exclusifs et dès que ça n'est pas un pilote rouge qui est sur la plus haute marche du podium, et particulièrement à Monza en Italie, ça leur fait du mal, ou plus exactement, ça ne leur fait pas toute la joie que ça devrait. Donc je crois que Vettel lui-même a considéré ces quelques sifflets qu'on a pu entendre, mais mêlés d'applaudissements, comme une expression de la passion de l'Italie. Alors j'en reviens à ta première question, bien sûr. Vettel, il est en train, dans les statistiques, un général de la Formule 1, vraiment d'écraser, avec 32 victoires. C'est-à-dire que maintenant, il est au niveau de Fernando Alonso, donc il a autant de victoires que Fernando. Seul quatrième dans l'histoire au niveau des pilotes qui ont le plus gagné. Il n'y a plus que Senna, Prost et Schumacher. C'est exactement ça. Fou, hein. C'était Senna, Prost et Schumacher. Le jour où on analysera, et on pourra faire évidemment un débriefing spécial sur l'analyse des performances de chacun, j'aurai évidemment des choses à dire qui n'engageront que moi. Mais je pense que là, on assiste véritablement à l'expression d'un pilote hors pair parmi les plus grands. Si Vettel décroche, et là on ne voit pas, à moins d'un accident dramatique, comment il ne décrocherait pas une 4e victoire de rang de champion du monde, j'entends, au championnat du monde, eh bien il se hisserait au niveau rien moins que de Michael Schumacher au début des années 80, dans des conditions totalement différentes, bien évidemment, extrêmement favorables à Schumacher, ce qui n'est pas le cas de Vettel. Et au niveau de Juan Manuel Fangio, dans les années 50, c'est vous dire qu'il serait au niveau de ces pilotes-là. Alors bien sûr, on le sait, Fangio a 5 titres et Schumacher en a eu 7. Mais bon, là, déjà, la performance est faite. Et j'y rajouterai, si tu veux bien, puisqu'on parle du week-end, la 40e position de sa carrière. Et là aussi, qu'il a fallu aller chercher. Non, je crois que c'est un type exceptionnel. Après, on a le droit de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Humainement, c'est un autre débat. Mais c'est un pilote d'un calibre exceptionnel. Il faut bien en avoir conscience et je crois qu'il faut l'apprécier à chaque fois qu'on regarde un Grand Prix en se disant on a affaire à une pépite, on a affaire à un type d'un calibre exceptionnel. Je vais oser, à mon avis, aujourd'hui, tout seul dans sa classe, je dis bien tout seul, Hamilton est rapide, Alonso est expérimenté, tout ce qu'on peut, ok, mais je pense que Vettel, il réunit tout ça en un seul personnage. Voilà, j'ai été un peu long. Bon, écoute, un beau compliment que tu lui adresses, mais je crois tout à fait légitime. Il n'y a eu que 2 petites alertes, appelons ça comme ça, dans ce Grand Prix. Le freinage du premier virage juste après le départ pour lui, pour Vettel, et les petits problèmes de boîte de vitesse en fin de course, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on en est aujourd'hui au pilote, et je pense que c'est sincère, parce qu'il n'y a pas de grand pilote sans grande équipe. Enfin, on enfonce des portes ouvertes, mais ça fait rien, ça fait partie du jeu. Donc, ça veut dire que Vettel, comme tous les grands pilotes, comme tous les grands champions, sait fédérer son équipe derrière lui. Et pas seulement ceux qui s'occupent de lui, mais je pense l'ensemble des, je ne sais pas combien ils sont, 300, 400, 500 collaborateurs. Alors là, il s'est excusé pour le plat qu'il a fait sur le pneu avant droit au premier freinage, parce qu'il voulait tellement évidemment conserver la pole position, la première position sur la grille, qu'il a freiné un peu tard et qu'il a allumé son pneu, comme on dit, et fait un plat. Mais certes, il a géré après, ça n'a pas hypothéqué pour autant le plan prévu d'arrêt au stand, etc. Donc, mais il s'est excusé auprès de son équipe. Alors, tu soulignes, et tu as raison, ce petit problème de boîte de vitesse qui a affecté, semble-t-il, les deux Red Bull Renault. Il y a eu des et apparemment, aussi pour voilà, le deuxième rapport de la boîte de vitesse, puisqu'on disait, on a dit aux pilotes ce qu'on appelle de faire un short shift. Alors, le short shift, ça veut dire que quand tu accélères, quand tu ressors, et il y en a des épingles là-bas, tu ressors vraisemblablement justement sur la seconde et pas sur la première, eh bien, immédiatement, tu changes de rapport alors que tu n'es pas encore tout à fait dans les tours. Tu joues sur le couple. Voilà, tu joues sur le couple et non pas, et ça, bon, tous ceux qui ont un peu pratiqué le sport automobile ou le sport moto connaissent, tu privilégies, on va dire justement, le couple à la puissance pure. Donc, tu ne prends pas tous les tours et tu te mets sur le troisième rapport. Évidemment, tu te pénalises un petit peu l'accélération. C'est pour ça qu'on a dit à un moment à Weber, t'affole pas. Il avait évidemment, il avait la Ferrari, il avait la boîte de vitesse d'Alonso, il fumait derrière en se disant, je vais me le faire. On lui a dit, non, calme-toi, vieux, il vaut mieux que tu ramènes la voiture jusqu'au bout et que tu termines. Voilà.
Alors, on va passer en revue un peu les autres pilotes qui se sont illustrés, qui ont notamment marqué des points. J'ai pas mal de petites questions à te poser. On va commencer par Ferrari, évidemment, qui jouait à domicile. Alors, Alonso d'abord. Vaillant comme d'habitude, la bravoure, une belle deuxième place, et on a l'impression qu'il ne pouvait pas espérer mieux. Mais est-ce que tu n'as pas encore senti un petit grippage dans les rouages entre Ferrari et Alonso au cours de ce week-end? Mais oui, on a beaucoup bon. épilogué évidemment sur les termes de la conversation radio. Alors tronqué, dit Alonso, c'est comme ça qu'il se défend, puisqu'à un moment, après les qualifications, qu'il termine, je vais oser dire pour lui, piteusement 5e et piteusement derrière Massa. Alors qu'on a monté la bella combinazione, c'est-à-dire qu'on a utilisé comme d'habitude à Monza et comme d'habitude, particulièrement avec les Ferrari, ce qu'on appelle le slipstream. Alors ça n'est pas un argument vestimentaire. Le slipstream, ça veut dire qu'on utilise l'aspiration, on utilise le sillage, et dans des vitesses de l'ordre de 300 km/h, c'est très loin derrière. C'est-à-dire qu'il faut quand même être à... Si tu es collé derrière, c'est pas complètement favorable, mais il faut être à moins, on va dire, de 80 mètres de celui qui précède. Or, ce plan savamment ourdi, comme on dit dans les romans du siècle dernier, ce plan savamment ourdi, il y a eu deux petits problèmes. Oui. Le premier, c'est qu'à un moment, il y a Nico Rosberg qui s'est trouvé devant. Bon, ça a un peu hypothéqué, ça a mis le plan par terre. Le deuxième, il y avait Jev aussi qui s'est trouvé au milieu, et puis qui sort un peu là. Oui. Et puis le troisième, apparemment, le Massa, qu'est-ce qu'il a fait à ton avis? Il a envoyé tellement fort qu'Alonso n'a pas eu les moyens de revenir dans le fameux slipstream. Et moi, j'ai bien entendu Alonso qui disait « il est trop loin » et « vous êtes des génies les gars, on s'est loupé ». Voilà, donc en deux mots, c'est ça. Donc il s'est payé la tête de son équipe. Ouais. Alors, évidemment, après, on a sorti cet extrait qui a été diffusé. Nous-mêmes, on a dit « voilà, il les a traités d'idiots ». Bon, alors on a fait toute une polémique là-dessus. Ce qui est certain, c'est que Alonso met la pression sur l'équipe Ferrari de manière à développer une voiture plus rapide, en tout cas aussi rapide que celle de Red Bull. Et il faut bien reconnaître qu'elle ne l'est pas encore tout à fait, même si en course, et tu l'as souligné, le talent d'Alonso, le génie d'Alonso, le côté battant d'Alonso, je te dis, on a du mal à les partager. Bon, c'est un immense champion, double champion du monde, mais il a compris lui aussi que vraisemblablement, il ne serait pas une troisième fois, en tout cas pas cette année. Et pour fermer le sujet Ferrari, Massa, on a cru comprendre quand même qu'il se mettait dans une optique ou qu'on lui demandait de se mettre dans une situation d'aider Alonso. Mais enfin, j'ai aussi cru comprendre qu'il fallait qu'il sauve sa peau. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment qu'il aide Alonso ou est-ce qu'il fallait au contraire qu'il joue sa carte perso? La position de Massa est délicate et on peut dire que c'est un fidèle serviteur de la Scuderia Ferrari. Il y en a eu de nombreux. Il y a eu Rubens Barrichello, pour ne pas les nommer, Eddie Irvine à un degré moindre à une autre époque. Mais bon, là, on peut dire qu'effectivement, Massa fait le boulot, c'est-à-dire qu'il se consacre à l'équipe. Alors, évidemment, comme tu le soulignes et tu as raison, il est obligé de jouer un petit peu sa carte perso en disant « Eh oh, moi aussi, je suis un pilote, moi aussi, j'ai des choses à faire ». C'est pour ça qu'en qualif, sous sa barbe qu'il n'a pas, il devait rigoler en disant « Bon, ok, j'ai aidé le champion, mais enfin, moi, je suis juste devant sur la grille ». En tout cas, il s'est effacé rapidement. Dès qu'il a été dans le sillage, on a vu de quelle manière il a dit « Maître Alonso, je vous en prie, je vous laisse la place au freinage de la première chicane ». Il n'était pas question que d'une quelconque manière, il fasse perdre 1/1000 de seconde à Maître Alonso dans sa remontée. Bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. Allez, on passe en rafale quelques pilotes. Hülkenberg, le Hulk, alors là, il était déchaîné. Formidable qualif, 5e à l'arrivée. Ouais. C'est un peu une anomalie quand même, mais quelle performance! Il va bien falloir commencer à se dire qu'Hülkenberg est un très bon pilote en devenir pour le moment. Hein. Certes, on rappellera évidemment sa pole dans des conditions délicates avec la Williams sous la pluie au Brésil. Néanmoins, quand on a signé une pole, on l'a fait. Là, pour moi, c'est presque plus convaincant. Cette position sur la grille de départ, premier moteur Ferrari quand même, devant les deux Ferrari officiels. Et quand même, ça a dû tousser du côté de Maranello. Bon, tant mieux. Et puis après, un Grand Prix, mais alors là... Solide, on pensait qu'il allait retomber. Complètement. Oui. Moi, je me suis dit, bon, s'il finit dans les points, c'est formidable. Non, là, il fait le boulot, il roule bien, il maintient le rythme, d'ailleurs, il le soutient lui-même. On sait que sa situation est délicate, c'est plutôt celle de l'équipe Sauber qui est délicate, mais je pense que chez Sauber, si on le laisse filer, on peut laisser filer une pépite. Je ne sais pas où il irait. Moi, j'ai entendu dire que Ferrari, peut-être, Raikkonen et lui étaient... Oui, bon, là, alors Raikkonen, si tu me poses la question, bien sûr que Raikkonen, maintenant, il est, à mon avis, en haut de liste, et ça fera bien, je pense, rigoler Luca Cordero di Montezemolo que de mettre un autre champion du monde déjà avec Ferrari 2007 aux côtés d'un double champion du monde déjà mais pas avec Ferrari de manière à ce que Alonso puisse plus dire attendez. Et puis on sait que la politique et là aussi la combinazione, lui il n'en a rien à faire, Raiko, il envoie du lourd tout le temps, sans se poser, sans état d'âme, sans question. C'est peut-être l'équipier qu'il faut à Fernando Alonso, j'ose le dire, et pour moi c'est de loin le meilleur choix au sein de la Scuderia Ferrari. Tu as vu sur la grille de départ, Hamilton, Raikkonen, Grosjean, pas dans le top 10, donc condamné à faire une course un petit peu peut-être désespérée.
Hamilton s'est montré, les Lotus en revanche, hein, ça a été plus difficile. Oui, alors 2 questions en Oui, une. c'est On ça. prend Hamilton Pour d'abord. taille vite, quoi. Voilà, d'accord. Hamilton d'abord, premier problème, ben lui, alors lui, il a été clair. Lui, il a dit, je suis un idiot, j'ai piloté comme un idiot. Comme ça, c'était clair. Ben, pas si idiot que ça, si ce n'est qu'il a roulé sur les vibreurs et que donc il a abîmé son fond plat. Et on sait bien que comme il y a très peu d'appui aéro par le dessus, puisque c'est une véritable lame qu'il y a sur les monoplaces, donc c'est par le dessous que ça se passe, c'est extrêmement limité parce qu'il y a un fond plat, etc. Et donc il avait altéré le fond plat, d'où sa perf, et après gêné par Sutil, qu'on sanctionne d'ailleurs de 3 places. Bon, il y a un moment, les pilotes, ils peuvent pas non plus se jeter dans le bas-côté pour laisser passer un pilote plus rapide. Bon là, moi ça me paraît exagéré, mais bon, on va pas discuter les décisions de l'arbitre. Alors après, tu me parles des Lotus Renault, bah oui, déception, comme tout le monde l'a dit, déception en qualif, alors qu'en essai libre, ils étaient bien. Et puis en course, bah oui, on a un bon rythme, on va dire, mais Raikko, là aussi, il mène une course d'attaque. Bon, après, il a la moustache abîmée, il est obligé de s'arrêter, il perd du temps, etc. Romain fait le boulot, hein, il est dans les points, c'est correct, mais il a senti le souffle chaud dans la nuque de Hamilton qui remontait comme un boulet de canon. Oui, une course décevante pour Lotus. Ça va peut-être pas inciter non plus dans la réflexion. Raikkonen a peut-être resté pour le moment dans cette équipe qui est un petit peu aux limites de ce qu'elle sait faire. On en a bien conscience. Ouais. Et chez Mercedes, bon, Rosberg, un petit peu anonyme, c'est classé 6e, ce qui n'est pas un mauvais résultat, mais enfin, c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu qu'Hamilton, qui lui a fait le spectacle et termine 9e. Alors, je voudrais que tu me parles un peu aussi des Toro Rosso, puisqu'après tout, il y a bien 2 équipes italiennes en Formule 1. Il y a Ferrari, l'ogre, la référence, mais il y a aussi Toro Rosso, avec l'exploit d'il y a 5 ans, Vettel, qui avait gagné justement son premier Grand Prix à Monza avec Toro Rosso, et qui, dès le début des qualifs, je parle des Toro Rosso, se sont mis en évidence. Oui. Alors, Ricciardo sur la lancée de sa nomination prestigieuse chez Red Bull. Et notre ami Jev, Jean-Éric Vergne, qu'on soupçonne avoir envie de montrer que peut-être Red Bull avait aussi des C'est un arguments. peu trompé, mais voilà, bon. Oui, c'est le jeu. Ils se sont montrés en qualif. Et Alors, en course, pour Jev, et là, ça n'a pas fonctionné. Alors, ils se sont montrés en qualif avec des vitesses de pointe très élevées. Et là aussi, à Monza, c'est toujours un peu particulier. Il faut bien spécifier que les plus rapides, sinon ce serait trop simple, en vitesse de pointe ne sont pas forcément les plus rapides sur un tour, voire les Red Bull, qui étaient assez loin en vitesse de pointe, qui rendaient pas mal de km/h à la Toro Rosso. Bon, on avait choisi chez Toro Rosso de privilégier la vitesse de pointe. C'est un choix respectable. La preuve, le résultat était là. Donc, si tu veux, on a obtenu un bon résultat avec Ricciardo, qui est d'ailleurs les deux voitures en Q3. 7, deux tu parles de qualif, là. Oui, en qualif, en qualif. Oui. Donc les deux voitures en Q3, ce qui est rarissime. Jev également, bien du niveau. Et puis le pauvre, il mène un début de Grand Prix formidable. Et puis après, il a un problème mécanique. Alors on nous dit, ça me rappelle la grande époque, tu sais, quand les moteurs Ferrari explosaient, il y en avait partout. On voyait les morceaux de piston qui sortaient par les échappements. On disait, on a où une petite problème électronique. Bon, là, on nous a dit, c'est un problème de transmission. Moi, je veux bien, mais quand on voit tout un banc de cylindres comme ça qui fume blanc, à mon avis, c'est le moteur qui a lâché au bout de quelques tours. Et c'est dommage parce qu'il était dans les points, Jev, et il faisait un bon résultat. Voilà, je te réponds. En tout cas, donc bravo Ricciardo qui confirme, oui. et avec cette 7e place. Ouais. Bah oui, c'est sûr, se prépare très bien pour l'année prochaine où il Absolument. sera donc dans la meilleure équipe du monde, aux côtés de Sébastien Vettel. Helmut Marko a dû être content. Oui, Il a dû dire, c'est ça. on l'a fait. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le Grand Prix d'Italie à Monza, le temple de la vitesse. Oui, c'est toujours un rendez-vous. Et qui comme amène je des disais, frissons, après le toboggan des Ardennes Oui. et le tourniquet hongrois, Voilà. je vais essayer de vous trouver quelque chose pour Singapour. car c'est bien la prochaine manche. Singapour, de nuit. Un rendez-vous qui a gagné sa place en très peu d'années. C'est déjà un classique, si j'ose dire, d'une année, Absolument, hein. c'est le faste, c'est le luxe, ce sont les mystères de l'Asie. Bon, plane toujours effectivement une atmosphère particulière. Non, mais c'est vrai que ça donne, bon, c'est pas un circuit extraordinaire non plus, mais bon, Il y a l'atmosphère. il y a une ambiance, Ouais, ambientale, aurait dit l'ingénieur, le commendateur. Eh bien, tu reviendras dans 15 jours pour tout nous dire. Si tu Jean-Luc. m'invites, ça me fera plaisir. Oui, je t'inviterai. Je reviendrai. Je consentirai à t'accueillir. Monsieur est trop bon. Voilà. Merci de votre fidélité et de votre passion. À bientôt pour un nouveau débriefing F1. Salut. Salut.